Bonjour Roger Martelly. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre 5e invité du Long Regard, cette série qu'on a entamée en septembre dernier. Vous êtes historien, directeur de la publication de la revue Regard, cette si belle revue. On va passer une heure ensemble pour parler d'histoire du mouvement ouvrier, sur la capacité qu'il a eu à peser sur les grandes décisions et sur la société, mais aussi à unifier les catégories populaires. Et puis on fera un bond dans le futur pour parler des nouveaux mouvements sociaux, pour parler de gauche, des alternatives politiques, s'il y en a. Vous nous direz si vous êtes un optimiste, si vous êtes optimiste notamment à partir de votre regard d'historien, sur l'issue du mouvement que l'on vit en ce moment et que la France traverse. Mais d'abord, j'ai une première question, Roger Martelly. C'est important de remettre l'histoire au cœur, de ce que l'on vit. D'abord, pour comprendre ce que l'on vit, peut-être aussi la crise sociale que l'on connaît, et peut-être même pour nous enseigner, voire nous aider, nous conseiller sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. L'histoire ne se répète pas, mais il y a quelques ressemblances qu'il est bon de souligner parfois, non? Conseiller, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le regard sur l'histoire, évidemment, c'est un regard nécessaire, mais c'est un regard compliqué. Et c'est particulièrement compliqué quand on se pose la question de savoir quelles sont les ressemblances et les différences entre des mouvements sociaux. C'est compliqué parce qu'en fait, on se trouve aujourd'hui dans une période qu'on peut appeler une période de transition. On sait qu'on est sorti d'un état ancien, mais on ne sait pas dans quelle direction on va aller. On sait d'où on vient. On vient du mouvement ouvrier. Tous les grands mouvements sociaux qui ont marqué l'imaginaire français, en particulier, relevaient de la longue séquence du mouvement ouvrier. En ce temps-là, les choses étaient relativement, j'allais dire, simples à décrypter. On était dans des sociétés dans lesquelles l'activité industrielle, la production industrielle, devenait peu à peu l'activité dominante à l'échelle de l'ensemble des économies, notamment occidentales. Par ailleurs, c'était une période, cette période de l'expansion du mouvement ouvrier, c'était une période où les catégories populaires avaient un groupe central. Le groupe central, c'était le groupe ouvrier. C'était un groupe qui était divers. Il ne faut pas s'imaginer que le monde ouvrier était un monde homogène. C'était un groupe divers, mais un groupe qui présentait une double caractéristique. Pendant longtemps, jusqu'en 1975, c'est un groupe en expansion, c'est-à-dire le nombre d'ouvriers augmente. Et d'autre part, pendant une longue période, pratiquement d'un siècle et demi, c'est un groupe qui peu à peu tend à s'unifier, je ne dis pas s'homogénéiser, mais à s'unifier notamment par le fait qu'il conquiert des statuts et qu'il conquiert des plages de redistribution de biens et de services qui atténuent évidemment les effets de la misère et de la pauvreté. C'est cette unification-là qui permet au mouvement ouvrier de peser sur les choix sociétaux. Alors, c'est plus exactement, c'est une, comment dire, dans cette période-là, au fond, le mouvement fonctionne un peu sur un schéma simple. Premier temps, les ouvriers sont dispersés, mais leur communauté d'exploitation et de subordination nourrit leur sentiment d'appartenir à une réalité commune, de constituer un groupe commun. À partir de cette conscience de leur communauté, ils deviennent, par leur lutte, notamment leur lutte revendicative, ce qu'on appelle une multitude, c'est-à-dire on passe des ouvriers dispersés à une masse agissante. Et, j'allais dire, au troisième temps, dans la construction, par le biais de l'activité politique, ils se constituent en peuple politique capable d'agir à l'échelle de la société pour infléchir la société dans une direction plutôt qu'une autre. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, qu'à une époque donnée, le mouvement ouvrier a pris le pouvoir? Non, le mouvement ouvrier n'a jamais pris le pouvoir, il est toujours resté subordonné, mais selon les périodes, il a été en état de peser sur l'ordre des choses, ou au contraire, il a été en position de devoir enregistrer
une évolution qui lui échappait totalement. Mais pendant une longue période, notamment au XXe siècle, ce mouvement a pu peser. Je rajoute une dernière caractéristique, vous allez voir, qui nous éloigne du temps actuel, c'est que c'était une période aussi donc, où le mouvement ouvrier marchait, j'allais dire, de façon parallèle avec la gauche politique. Les deux mouvements ne se confondaient pas, ils existaient de manière parallèle, ils ne convergeaient pas toujours, mais ils allaient dans la même direction. Et si on accumule, j'allais dire, toutes ces données, poids de l'industrie, groupe social en expansion, capable à un moment donné de se constituer en mouvement et en peuple pouvant peser sur l'ordre des choses, et, j'allais dire, concomitance du cheminement du mouvement ouvrier de la gauche, on comprend tout de suite qu'on n'est pas du tout aujourd'hui dans la même période. Cela dit, je pense que ce qu'il faut comprendre, j'allais dire, ça c'est intéressant pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qui fait à un moment donné que le mouvement ouvrier a eu le poids qui a été le sien dans la société, et qu'est-ce qui fait peut-être que par la suite il a perdu cette capacité. Mais du coup aujourd'hui, vous diriez que le mouvement ouvrier a perdu, est-ce qu'il existe encore le mouvement ouvrier aujourd'hui? Alors moi je pense qu'il existe, mais j'allais dire, peut-être avant d'en arriver à ça, je pense qu'il faut creuser cette histoire de qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle a eu cette importance. Parce que c'est tout à fait décisif, j'allais dire, à la fois pour comprendre ce qu'il est advenu de ce mouvement ouvrier, qui n'a pas disparu mais qui s'est affaibli, et qui permet éventuellement de réfléchir sur le contemporain de manière originale. Moi je pense que sa force, il faut partir de l'idée qu'elle tenait à plein de choses en même temps. La première, c'est la plus simple, hein, c'est la proximité du quotidien. Les ouvriers se trouvaient d'une certaine manière relégués dans des territoires particuliers, ouvriers, et d'autre part, avec la révolution industrielle, de plus en plus concentrés dans de grosses unités de travail, la fabrique et l'usine. Cette proximité est la base de la conscience de constituer un groupe, de former ce « eux » qui s'oppose au nous des exploitants, des patrons, etc. Ça, c'est la première chose, hein, c'est cette situation de proximité. Il y a d'autre part la conscience du nombre, c'est-à-dire ces ouvriers ont conscience, tout simplement parce que la société en a conscience, du fait qu'ils sont un groupe en expansion, ce qui fait d'ailleurs que dès le milieu du XIXe siècle, la question sociale, comme on dit, en fait, et la question ouvrière, se réduit à la question ouvrière. Et cette conscience du nombre, c'est la conscience de former une masse, et donc une masse qui peut évidemment compter. À ça s'ajoute un troisième élément qu'en général on oublie. C'est le fait que l'histoire ouvrière, c'est la longue histoire de la constitution d'organisations d'institutions ouvrières. Des mutuelles, des syndicats, des associations et, en dernier lieu, des organisations politiques. Et là, il y a quelque chose, j'allais presque dire, qui est un paradoxe de l'histoire. Les ouvriers sont relégués dans la société. Et du fait qu'ils sont relégués, ils ont tendance, j'allais dire, à se construire eux-mêmes une panoplie d'organisations. Et là, de ce fait, il y a quelque chose qui se retourne en faveur du mouvement ouvrier, qui est que cette création d'une multitude d'organisations, d'institutions ouvrières, fait qu'il se trouve que le mouvement ouvrier est en état de dépasser ce qui, dans la société bourgeoise et capitaliste, est la séparation de champs. Le social, le politique, le culturel, d'une certaine manière, dans le mouvement ouvrier, il y a de l'articulation. Mais alors là, vous nous avez cité trois choses, donc l'organisation, enfin la proximité spatiale, le nombre et la masse, et leur capacité et les différentes organisations, le nombre d'organisations. Mais il n'y a pas, ce qui faisait aussi la force du mouvement ouvrier, c'était pas aussi la puissance de son imaginaire et la puissance du récit et des perspectives. Évidemment qu'il y a cette dimension qu'on ne peut pas, comment dire, négliger. Hein. C'est le fait qu'en France, en particulier en France, mais ça, pas simplement en France, le dynamisme du mouvement ouvrier a tenu au fait qu'il s'est toujours adossé à de grandes représentations optimistes
du mouvement de la société. Et notamment à cette idée qu'il est possible de penser une société dans laquelle les individus seraient libres et égaux, une société dans laquelle il n'y aurait pas d'exploitation, de domination, d'aliénation. En France, ça se nourrit du fait qu'on est dans un pays où la tradition révolutionnaire, évidemment, est structurante dans l'espace social et politique. Et donc, cette représentation optimiste, elle s'adosse, par exemple, à la tradition qui, sous la Révolution française, a été celle de l'égalité sainte des sans-culottes, le thème égalitaire. Et au XIXe siècle, c'est le grand mythe de la sociale. La sociale, c'est, j'allais dire, la forme ramassée pour dire soit la République sociale, soit la République démocratique et sociale. Ce sont des termes, j'allais dire, qui sont équivalents. Et donc, tout le mouvement ouvrier est adossé, j'allais dire, à ce type de représentation. Et je pense que ça vaut la peine, alors pour le coup, d'être retenu pour aujourd'hui. Pour quelle raison? Mais parce que de ce fait, ce qui est la caractéristique du mouvement ouvrier en général, mais tout particulièrement du mouvement ouvrier français, c'est que c'est un mouvement qui ne se construit pas d'abord contre un groupe, une classe, une caste, une élite, mais qui se construit contre un système qui produit la séparation entre les classes, entre les dominants et les dominés, les exploitants, les exploités, le haut et le bas, le peuple et l'élite. Et il se construit donc contre un système avec d'autant plus de force qu'il est persuadé par le mythe projectif de la sociale qu'il est possible de construire une société qui ne fonctionne pas sur le registre de la séparation des classes et de l'opposition du haut et du bas. Ça, pour moi, c'est une, j'allais dire, tradition forte du mouvement ouvrier qui fait, mais on en reparlera certainement par la suite, que le mouvement ouvrier français n'a pas été touché par ce qui s'est appelé en Russie ou par exemple en Amérique au XIXe siècle le populisme. Vous avez parlé de classe, mais encore faut-il, et vous l'avez dit aussi, qu'il y ait conscience de classe pour cette fameuse unification du mouvement ouvrier. Vous avez parlé de conscience du nombre, c'est important d'avoir cette conscience du nombre, sans faire encore, on va y venir, parce qu'on va venir évidemment sur les mobilisations actuelles, mais sans arriver vraiment à ce stade-là. Quel est le dénominateur, quel peut être le dénominateur commun qui crée une conscience de classe aujourd'hui, ou une conscience, en tout cas, d'appartenir à un même? Vous avez parlé de conditions d'existence. Est-ce que c'est ça qui pourrait aujourd'hui faire naître ou faire, émerger une conscience de classe telle qu'on l'a connue dans le cadre du mouvement ouvrier? Si on veut, mais à condition de comprendre, pour ne pas se livrer à des analogies faciles ou tirer, j'allais dire, des leçons de l'histoire, c'est encore, faut-il comprendre ce qui a changé dans la situation actuelle et qui fait, à mon avis, qu'on ne peut pas penser la dynamique, j'allais dire, sociale et la dynamique de critique systémique, de contestation du système dans les mêmes termes que dans le passé. C'est ce qui a changé, il faut quand même comprendre que c'est un changement qui s'opère sur le fond. Moi, je pense qu'il faut partir notamment de l'idée que on est toujours dans un système qui est structuré par le capitalisme. Pour ça, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, la société dans laquelle nous vivons n'est pas moins capitaliste que la société du XIXe siècle, mais elle n'est pas de la même manière. Le capitalisme, on le sait, était au XIXe siècle et encore en partie au XXe siècle, mais au XIXe siècle beaucoup structuré sur une base nationale, il s'est mondialisé. Il était avant tout industriel, il s'est financiarisé. Et d'autre part, il s'est coulé dans ce qu'on appelle la révolution numérique ou la révolution informationnelle. Et de ce fait, ça change tout. Ça change tout d'une part parce que ça se traduit par le repli, notamment des bases industrielles et le glissement vers les activités de service. Ça s'articule avec le fait que ce capitalisme, dans un cadre mondialisé, est de plus en plus libéral et ultralibéral, ce qui se traduit par le recul des formes de régulation étatique, des compromis qui avaient été passés au XXe siècle, un peu, j'allais dire, entre l'État et le capitalisme, et que cela se traduit par la disparition progressive des statuts, on en sait quelque chose évidemment en France aujourd'hui, et par, j'allais dire, l'essoufflement, le tarissement
des formes de redistribution. Et de ce fait, ce qui est le paradoxe et la difficulté pour penser la lutte sociale et l'alternative aujourd'hui, c'est qu'on est dans un capitalisme qui est plus polarisé que jamais, accumulation de la richesse à un pôle, de la pauvreté à l'autre, mais qui ne sait pas simplifier. Parce que la polarité, elle devient complexe. La polarité aujourd'hui, elle n'oppose pas simplement, comme c'était le cas par exemple à la fin du XIXe siècle, un centre et une périphérie, le monde dominé de la colonisation. Elle n'oppose pas, comme ça a été le cas dans la grande partie du XXe siècle, un nord et un sud, mais il y a du centre et de la périphérie, du nord et du sud partout. Il y a des centres et des périphéries, des nord et du sud. Et ajoutons à cela que on se trouve dans une période donc qui se caractérise doublement. C'est du côté des classes dominées, la casse des statuts, l'érosion, le tarissement des formes de redistribution. Ça a provoqué petit à petit l'éclatement de la classe. La classe qui tendait à s'unifier au XIXe au XXe siècle, à partir de la fin du XXe siècle, se fractionne, se divise. Ce qui fait que les catégories populaires, qui avaient un groupe central qui unifiait, avec notamment la montée du salariat, se trouvent aujourd'hui éclatées. Ajoutons encore que autrefois, j'allais dire, c'était simple. La lutte des classes, c'est quoi? Ben, il y avait un patron, il y avait des ouvriers. Mais aujourd'hui, le capitalisme, comment dire, la propriété se dissout dans l'actionnariat, ou plutôt se fractionne dans l'actionnariat. À partir de ce moment-là, ce qui devient difficile, c'est au fond de désigner ceux à qui s'adresser pour répondre aux maux qui touchent la société. Et quand on ne sait plus exactement qu'est-ce qui produit les difficultés de la société, quand s'atténue le fait que ce qui produit les maux dont sont victimes les catégories populaires, ça n'est pas l'action d'un homme ou d'un groupe d'hommes ou, j'allais dire, de configuration de classes, de castes, etc., mais un système. Quand cette perception disparaît, on va avoir tendance, à un moment donné, à essayer de trouver des solutions simples, de désigner un responsable simple, la caste, l'élite, etc. Quand par ailleurs, ce qui est évidemment le cas avec la mondialisation et avec l'extension de la marchandise à toutes les sphères de la société, dès l'instant où tout est marché, la concurrence se fait à l'intérieur même du monde du travail et des individus. Tout à un moment donné, et tous peuvent être concurrence. Et tous, ça peut être, évidemment, à un moment donné, ça peut être le plus pauvre, ça peut être l'étranger, ça peut être l'immigré, etc. On est dans une période, au fond, qui est caractérisée par le fait, c'est quand même assez frappant, j'allais dire à l'échelle pratiquement de toutes nos sociétés, c'est on voit revenir ce qu'on peut appeler le bouc émissaire, la figure du bouc émissaire, avec cette différence que le bouc émissaire aujourd'hui est flottant. Le bouc émissaire, ça peut être selon les moments, le voisin, ça peut être à un moment donné le travailleur étranger, l'islam, l'immigré, etc., etc. C'est le bouc émissaire qui redevient sur le devant de la scène. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui casse, j'allais presque dire, de façon radicale, ce qui était des ressorts autrefois du mouvement ouvrier. Et ce qui fait qu'on se trouve aujourd'hui dans une période, évidemment, qui est une période dans laquelle ce qui donnait, j'allais dire, au mouvement ouvrier son allant, qui lui donnait à la fois sa texture et son dynamisme s'érodant, ce mouvement ouvrier lui-même, évidemment, se trouve affaibli. Je crois qu'il ne disparaît pas. Nous en voyons d'une certaine manière aujourd'hui, au travers du mouvement contre les retraites, une image évidente. Il ne disparaît pas. Donc le mouvement ouvrier n'est pas fini. Par contre, ce qui sans doute est fini, c'est la centralité du mouvement ouvrier.
Il y a de la combativité, mais cette combativité ne passe plus exclusivement par le mouvement ouvrier d'hier. Encore un élément, encore une question plutôt sur ce qu'a pu être le mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été nécessairement un mouvement ouvrier? Je pense à mai 68 et aussi aux mobilisations de 95. Qu'est-ce qui a rendu possible des événements comme cela? Et finalement, est-ce que c'était des mouvements ouvriers? Est-ce que c'est ça qu'on appelle un mouvement ouvrier? Mais justement, on en arrive au fait, là justement, le mouvement ouvrier n'est plus la figure centrale de la critique, j'allais dire systémique, de la critique du capitalisme, de la société bourgeoise. Il n'est plus la forme centrale, il y a d'autres formes de conflictualité qui se sont installées. Je pense que pour ça, il faut se dire que le dernier grand mouvement, j'allais dire propre mouvement ouvrier, c'est 68. C'est-à-dire, c'est un moment dans lequel, évidemment, c'est la grève salariale, et au cœur de la grève salariale, la grève ouvrière, qui était le fil conducteur, j'allais dire, du mouvement, de ce qui a été quand même la plus grande grève de l'histoire de la France, et peut-être d'ailleurs de l'histoire du monde. Ce qui servait de point de mire, c'était le monde ouvrier, c'était Renault. Vous savez, à l'époque, on utilisait dans la formule, quand Renault éternue, la France s'enrhume. C'est un gaulliste qui avait inventé cette formule, qui a été reprise jusqu'à l'écœurement quasiment. Donc 68, c'est le dernier moment. Sauf que 68, il faut le prendre, j'allais dire, il y a le moment 68 et il y a ce qu'on appelle les années 68. C'est-à-dire la phase de montée de ce qu'un historien qui s'appelle Xavier Vignat appelait la période de l'insubordination ouvrière. Ce sont les années qui vont de 68 en fait jusqu'à 81. Et dans cette période-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à côté de la poursuite du mouvement classique, autour des syndicats, du monde ouvrier, des employés, etc., on voit monter toute une série de mouvements différents. Il y a eu, dans les années 70, ce que le sociologue Alain Touraine avait appelé nouveaux mouvements sociaux. Donc l'écologie politique, les mouvements autogestionnaires, le féminisme, etc. Dans les années 90, c'est la montée des combats dits sociétaux, c'est-à-dire contre les discriminations. C'est le mouvement des sangs, c'est tous les mouvements sur les questions de la liberté sexuelle, autour du sida, la question du sida, etc., etc. Ça, c'est des années 70. Puis, début des années 2000, on a eu l'altermondialisme, qui se dressait, lui, contre cette perversion de la mondialité qui est la mondialisation du capital, la lutte contre ce qu'on a appelé le consensus ultralibéral de Washington. Et depuis les années 70, on a un nouveau cycle de lutte qui s'est amorcé sur les places, évidemment, de Tunis et du Caire, mais qui déborde le mouvement des places. C'est le développement des formes, j'allais dire, de contestation à l'intérieur d'États par ailleurs extrêmement différents. C'est la montée des phénomènes de la désobéissance civile, c'est les manifestations massives dans certains pays contre des États corrompus, etc. Et qu'est-ce qui différencie ces mouvements-là de ceux des années 60-70? C'est le profil de ceux qui luttent qui change? Il y a le profil de ceux qui luttent. Parce que, en règle générale, justement, ces mouvements sont plutôt à l'image de ce que sont devenues les catégories populaires, c'est-à-dire ce qui les unifie, c'est leur domination, c'est leur aliénation à l'intérieur du système, mais qui prend des formes et dans des statuts extrêmement différents. Mais dans ces mouvements, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois quelque chose qui continue, j'allais dire l'ancien, la même attention à l'égalité, la critique à un moment donné des systèmes aliénants, de répression, la critique, de l'injustice fiscale, le besoin de justice fiscale, le désir d'une démocratie plus directe, etc. Ça, j'allais dire, ça continue l'ancien. Mais il y a aussi des éléments qui apparaissent beaucoup plus nouveaux. Une attention plus grande, par exemple, à l'individu, à l'autonomie de l'individu, la tendance à être plus sensible peut-être dans ces mouvements à la discrimination,
au mépris d'un certain nombre de groupes particulièrement fragiles, dominés, rejetés sur les marges. Mais c'est aussi parce qu'on est dans une phase de crise politique, et c'est là que les choses deviennent compliquées. C'est à un moment donné la méfiance à l'égard de tout ce qui apparaît à un moment donné comme une institution. Et l'institution, c'est à la fois des gouvernements, ce sont éventuellement des élus, mais c'est aussi les syndicats et les partis, qui apparaissent à un moment donné comme faisant partie des institutions. C'est le monde du eux et pas le monde du nous. Et donc là, évidemment, on entre dans une phase qui est une phase nouvelle et beaucoup plus complexe, évidemment, qu'à l'époque où c'est le mouvement ouvrier qui structurait la dynamique de contestation sociale. Donc ça nous amène à l'apparition des Gilets jaunes l'année dernière. Est-ce que vous diriez, vous avez cité tout à l'heure Vignat qui parlait des années 68 comme étant un climat d'insubordination ouvrière. Est-ce que vous diriez que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement d'insubordination ouvrière? Non, je ne le pense pas. D'abord, j'aurais tendance à dire, voilà, puisqu'on parle du contemporain, je crois qu'on est tenu en réalité, et je pense qu'on ne l'a pas fait suffisamment et qu'on ne le fait pas suffisamment, de penser en même temps dans leurs points communs et dans leurs distinctions les deux mouvements qui se sont succédés depuis la fin de 2018, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement qui est le mouvement de contestation de la réforme gouvernementale des retraites. Bien sûr qu'il y a du commun. Ce commun, ça serait absurde de l'ignorer, il est tellement patent qu'on a presque honte de rappeler ce qui l'unifie. Ce qui l'unifie, c'est le sentiment à un moment donné d'une société qui devient de plus en plus injuste, c'est l'aspiration égalitaire, c'est la contestation à un moment donné d'un ultralibéralisme débridé dont on sent qu'il est en train de faire éclater les sociétés, qui les rende proprement invivables. Et c'est d'autre part ce sentiment, qui est un sentiment plus que fondé, que l'on se trouve dans une période quand même étonnamment paradoxale, qui est que ce libéralisme proclamé, qui est un libéralisme d'abord économique, qui s'est longtemps revendiqué du libéralisme politique un peu mythique du XIXe siècle, s'accommode de plus en plus de démarches qui sont des démarches technocratiques, autoritaires, voire même de plus en plus répressives. Mais ça, c'est un phénomène qui est un phénomène maintenant. Mais compte tenu de ce que vous dites et de la critique de ce qu'on racontait, l'histoire qu'a raconté les Gilets jaunes, la critique d'une taxe, puis la critique aussi peut-être, même surtout, de la représentativité, la critique des politiques, la défiance vis-à-vis des syndicats, qu'est-ce qui fait que la gauche a été pour le moins sceptique quand même vis-à-vis de ce mouvement? Très honnêtement, je vous dirais que j'ai un peu l'impression que l'ensemble de la gauche ne s'est pas nécessairement posé les bonnes questions. Je pense qu'on a beaucoup discuté à un moment donné pour savoir si le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement positif, progressiste, ou si c'était au contraire un mouvement réactionnaire, poujadiste, etc., etc. Moi, j'ai toujours eu tendance, face à ce mouvement, de ne pas me poser les problèmes en ces termes. C'est-à-dire, on a affaire à un mouvement qui est un mouvement original, justement parce qu'il ne s'inscrit pas dans une tradition installée. Et notamment, il y a deux grandes différences. La première, c'est que c'est un mouvement qui était un mouvement plutôt de catégorie parmi les plus précaires, les plus démunis, les moins pourvus, comme on dit, de capital, que ce soit de capital matériel ou symbolique, qui se trouvent dans une situation souvent de relégation territoriale, sociale, etc., etc. C'est d'autre part un mouvement qui, à la différence des mouvements traditionnels, j'allais dire du mouvement ouvrier, dans lequel il y avait des objectifs bien assignés, un cahier de revendications précis, etc. C'est un mouvement qui apparaît dans ses demandes et ses propositions peu structurées, qui d'ailleurs a beaucoup de mal à un moment donné, où est très peu prolixe
sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'ils remettent en cause. Par exemple, c'est un mouvement qui a remis en cause fortement, de façon massive, presque exclusive, le gouvernement et tout particulièrement le président des riches qui le méritait bien, mais de ce fait, le système, j'allais dire, qui sert de soubassement à cette pratique, est mis un petit peu sous silence. Et c'est un mouvement dont on a vu que, justement, faute de cette tradition, j'allais presque dire, de contestation sociale et globale, a beaucoup de mal à trouver des éléments qui sont des éléments véritablement unifiants, sinon le très hypothétique et très controversé référendum d'initiative citoyenne. Donc évidemment, c'est un mouvement qui désarçonne. Mais face à ce mouvement, je pense que la question qui est la plus importante, ça n'est pas de savoir ce qu'est le mouvement, il est composite, à l'image de la société dans laquelle nous vivons. Socialement composite, idéologiquement composite, politiquement composite. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il exprime, et à partir de là, quel type de réponse on peut lui apporter à l'échelle de la société. Et ça s'est pas fait. Il y a pas mal de gens qui analysent le mouvement des Gilets jaunes en comparaison avec le mouvement des fourches en Italie, qui disent que voilà, ça pourrait être des prémices à l'arrivée au pouvoir d'un Matteo Salvini, par exemple, ou au Brésil d'un Jair Bolsonaro. Pour vous, cette analyse, elle est pertinente? Comment dire ça? Il y a quand même la critique de la représentativité des élus, le rejet du clivage gauche-droite. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en fait. Le problème avec ce type de mouvement, mais ça renvoie au fait que ces mouvements ne peuvent être pensables que dans une période particulière, dans une époque donnée, et pas en eux-mêmes, c'est que c'est le genre de mouvement précisément dont j'ai tendance à penser qu'il peut conduire politiquement, j'allais dire, dans des directions qui sont des directions totalement opposées. Parce qu'effectivement, ou bien on part, j'allais dire, de cette colère pour essayer d'orienter cette colère vers quelque chose qui est la remise en cause non pas d'un individu, par exemple, ou la remise en cause de cette espèce de représentation un peu incertaine qu'on appelle la caste ou l'élite, mais la remise en question d'un système qui repose sur le triptyque exploitation, domination, aliénation. Ou bien à partir de ce mouvement, qui est un mouvement de colère, une colère qui se dirige vers non pas un système, mais vers on ne sait quoi. Ce qui est toujours possible à un moment donné, c'est que cette colère s'oriente vers plutôt, j'allais dire, des cibles incertaines, des boucs émissaires, que cette colère provoque finalement moins de la combativité, parce qu'il y a de la combativité, que du ressentiment. Et dans ce cas-là, le problème que l'on connaît, c'est que le ressentiment, historiquement, ça a été un des ressorts de l'adhésion de masse au fascisme dans toute une série de pays. Et je pense que c'est ce qui s'est produit en Italie. Ça n'est pas un hasard si le développement en Italie de ces mouvements de contestation qui ont été rapprochés à ceux des Gilets jaunes s'est produit à un moment donné où la gauche italienne, pour des raisons historiques, s'est trouvée dans un état de déréliction totale, de désagrégation absolue, que ça a laissé la place à un moment donné, évidemment, aux solutions ambiguës du mouvement 5 étoiles et plus encore, évidemment, de la Ligue qui est devenue l'axe ordonnateur, j'allais dire, de la droite radicalisée italienne. Aujourd'hui, on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes se confond avec la mobilisation sur les retraites, contre la réforme des retraites. Gilets jaunes, syndicats, est-ce qu'on peut parler de force et de limite de ces deux expériences? Ce sont ce sont des expériences qui nous disent des choses tout à fait différentes. Les Gilets jaunes, ils nous disent d'abord une chose, c'est que une société dans laquelle on intériorise le fait qu'une grande partie de la population, et notamment des catégories populaires, se trouve réduite à une situation de précarité, se trouve dans des situations d'extrême, d'un dénuement extrême, à la fois matériel, encore une fois, et symbolique, se trouve très souvent relégué
dans ce qui apparaît soit comme les ghettos à l'ancienne, type cité, soit, j'allais dire, le ghetto des lotissements de la France dite périphérique, même si je n'aime pas ce terme de France périphérique. Quand une société s'accoutume à ça, ça produit nécessairement les conditions d'un embrasement social, d'un déséquilibre social et donc à un moment donné d'un mal-vivre généralisé. Voilà, ça c'est ce que nous disent les Gilets jaunes. Ce que disent les Gilets jaunes aussi, et ça je pense qu'il faut le prendre extrêmement au sérieux, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le terrain des institutions. Alors bien sûr les institutions publiques, c'est-à-dire la démocratie ne fonctionne pas bien et ça n'est pas la peine de se cacher derrière le petit doigt. Voilà maintenant plus de 30 ans que l'abstention monte pour atteindre des pourcentages qui se rapprochent du modèle américain, c'est-à-dire la moitié d'une population qui ne vote pas, et jusqu'à présent, petit à petit, on s'accoutume à ça. Mais le mouvement des Gilets jaunes disent des institutions qui fonctionnent à la mise à l'écart du peuple théoriquement souverain, ça n'est pas vivable. Mais ils disent aussi que les institutions traditionnelles, qui ont été celles de la contestation politique et sociale, qui ont été celles du mouvement ouvrier, ces organisations, d'une certaine manière, ont perdu, j'allais dire, de leur utilité sociale, de ce qui faisait que pendant des années et des années, ils ont représenté les catégories populaires, qui leur ont apporté de l'espérance, qui leur ont permis d'agir comme un peuple politique. Et ça, évidemment, les Gilets jaunes ont été une force d'interpellation extraordinaire. En faire à partir de là une sorte de modèle, mais on se rend compte qu'il y a des limites. Les limites, d'ailleurs, sont toutes simples. C'est les Gilets jaunes partent de l'idée qui, je crois, profondément juste et positive, que on ne peut plus penser la représentation sur le modèle de la délégation de pouvoir. Et qu'on ne peut plus se contenter de désigner de temps à autre des élus ou des représentants, des mandataires, etc., etc., et de leur laisser agir à la place des individus eux-mêmes. Donc, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu ce désir à un moment donné de prendre la parole, de devenir des acteurs publics reconnus et non pas méprisés. Et refusant le mépris de classe, l'idée à un moment donné que seule la compétence, entre guillemets, donne le droit à la délibération et surtout à la décision. Vous avez le sentiment justement que les syndicats, et je pense notamment à la CGT qui est en première ligne en ce moment sur la contestation de la réforme contre les retraites, que la CGT a entendu cette interpellation du mouvement des Gilets jaunes. Quand on voit par exemple un Philippe Martinez sortir de sa zone de confort syndical, on le voit aux côtés d'hommes ou de femmes politiques, on l'a même vu récemment signer des tribunes ou être sur des tribunes avec des organisations non gouvernementales comme Greenpeace ou Attac, il se passe quelque chose du côté du syndicat? Des signes me semble-t-il, mais je ne suis pas, dire au vrai, véritablement spécialiste du monde syndical, des signes me semblent aller dans cette direction. Et ces signes, je pense qu'ils sont encourageants. Mais il faut faire attention à une chose. Encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes exprime ce désir d'autonomie. Ça se structure avec ce concept qui est un concept intéressant, mais que pour ma part je juge un peu inconsistant, qui est celui de l'auto-organisation. Sauf que ce que montrent les Gilets jaunes, c'est que ce désir d'auto-organisation ne suffit pas. Parce qu'au bout du compte, le problème, j'allais dire, du mouvement des Gilets jaunes, refusant les structures qui sont des structures trop contraignantes, refusant la délégation, les figures, les personnalités, j'allais dire représentatives, refusant au fond une logique des corps intermédiaires, s'est traduit à un moment donné par l'incapacité à se structurer dans la longue durée. On pourrait se dire au fond, le mouvement par contre des retraites, moi j'ai été frappé par le fait que très souvent j'ai vu des commentaires du genre « Ah ben ce mouvement montre que le syndicat n'est pas fini, que quand même on a besoin de structures, etc., etc. » Personnellement, j'ai été un peu dubitatif à l'égard de ces formules. D'abord parce que je n'ai jamais pensé que le mouvement syndical était un mouvement fini, que le mouvement ouvrier était mort. Mais je pense que
si on peut se réjouir à un moment donné du fait que le syndicat s'est trouvé dans une position qui est une position centrale, et notamment bien sûr la CGT, qui dans le monde syndical incarne quand même une force qui se situe, j'allais dire, à la fois sur le terrain de la radicalité et sur le terrain du réalisme syndical, la capacité de négociation, le rapport des forces pour obtenir des avancées concrètes. On peut se réjouir de ça. Mais moi, je crois qu'il serait dangereux de se contenter de ça, de se dire, ah ben voilà, c'est le grand retour des syndicats. Parce qu'un clown ne doit pas chasser l'autre. Ça n'est pas parce que le mouvement syndical se trouve au centre de la dynamique sociale actuelle, qui montre sa capacité de mobilisation, qui montre qu'il est capable de mobiliser la rue et dans la durée, et avec du nombre, plus que ne l'a fait le mouvement des Gilets jaunes, pourtant assez spectaculaire pendant la période de 2018-2019. Mais il ne faudrait pas oublier la période qui a précédé, c'est-à-dire les longues décennies qui ont vu petit à petit le mouvement syndical perdre pied, s'affaiblir dans ses structures, perdre dans son image auprès de la population, y compris des catégories populaires et de la population salariale. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne faut pas oublier que si une structure veut continuer quelque chose, j'ai dit le mouvement ouvrier n'est plus central, mais il est toujours là. Si on veut continuer aujourd'hui, ça suppose à un moment donné de repenser de façon radicale des modes de fonctionnement, des manières de s'organiser, des manières de construire la dynamique des rapports entre le collectif et les individus, etc. Voilà. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est pas qu'on est aujourd'hui face au risque, pour la première fois peut-être dans l'histoire, d'une déconnexion entre la combativité sociale que l'on constate tous les jours avec à la fois les Gilets jaunes et le mouvement des retraites, et d'un autre côté l'absence d'une perspective politique? C'est un risque énorme. C'est un risque énorme et inédit. Jusqu'à présent, toutes les grandes mobilisations sociales, historiquement, se sont raccordées d'une manière ou d'une autre à une dynamique politique plutôt du côté de la gauche. Si on prend 1936, la grève suit la victoire électorale du Front populaire. Si on prend 1968, certes, à l'issue du mouvement 68, aux élections législatives de juin, le résultat n'est pas bon, mais si on prend non pas l'année 68, mais la période qui va de 65 à 81, on se rend compte que le mouvement de 68 s'insère dans une période qui est une période d'augmentation de la population ouvrière, l'abstention recule, et une période d'expansion de la gauche. Or, cette fois, nous nous trouvons dans une situation complètement Vous avez oublié différente. 95 quand même, justement 95. Et 95, exactement, 95, 2 ans plus tard, la gauche plurielle arrive au pouvoir. Exactement. C'est 95 dans cette lignée. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on se trouve dans un contexte complètement différent. Et le contexte complètement différent, ben, c'est lequel? Ben, si on regarde, non pas simplement à l'échelle de notre pays, mais j'allais dire à l'échelle pratiquement de la planète, et en tout cas du monde dit occidental ou développé, enfin peu importe, hein. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période de, j'allais dire, blocage, voire de régression démocratique. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la période actuelle, qui est une période d'incertitude, dans laquelle la mondialisation, le jeu cynique des rapports de force de puissance, crée de l'instabilité, la polarité des inégalités, crée de l'instabilité sociale. Le climat, qui est un climat à un moment donné de violence à l'échelle planétaire, avec la montée des états de guerre internes, externes, etc., crée de l'inquiétude. Et dans ce contexte-là, dans lequel par ailleurs, avec l'échec du soviétisme, avec l'essoufflement de l'État-providence qui avait fait la force de la social-démocratie, et avec à un moment donné aussi, ne l'oublions pas, la dimension nouvelle, qui est que j'allais dire, les images traditionnelles du progrès harmonieux et vertueux sont érodées aujourd'hui, évidemment, par les perversions de la science, et plus encore par l'épouvantable
j'allais dire, crise environnementale et climatique dans laquelle nous sommes plongés. Dès cet instant, à l'échelle planétaire, mais c'est vrai aussi en France, la colère sociale, le refus des inégalités, le désir de quelque chose d'autre ne se raccorde plus à de grandes représentations projectives et, j'allais dire, optimistes de l'avenir social. À partir de là, on retombe sur le schéma dont on a parlé au départ. La colère devient plutôt du ressentiment et non pas de la combativité contre un système aliénant, devient du ressentiment. Et dans ce cas-là, malheureusement, aujourd'hui, ce qui profite de cette, de cette mécanique, ce sont des droites extrêmes, quand ce n'est pas tout simplement des extrêmes droites plus ou moins héritières des fascismes du XXe siècle. Et c'est dans ce moment-là que se développe le mouvement que nous connaissons. Et de ce fait, ben oui, ce sont des mouvements qui disent des choses formidables sur les possibilités de contester un système et qui pourraient très bien, je dis bien qui pourraient, non pas qui pourront, mais qui pourraient très bien se raccorder non pas à une progression démocratique et sociale comme ça a été le cas dans le passé, mais par une véritable régression démocratique et je pense à terme d'une régression sociale. Très rapidement, j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'expérience de la gauche plurielle en 97 parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, la gauche cherche une issue ou cherche à construire une alternative. On voit bien que chez les militants, les sympathisants, tout le monde en appelle au rassemblement, à l'unité, à l'union. On le voit dans les meetings, les gens dans la rue le disent, pourquoi vous vous rassemblez pas, vous la gauche? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement entre cette conquête d'unité, cette recherche d'unité, et en même temps les hommes, les femmes politiques qui nous expliquent qu'il ne faut pas une addition, des étiquettes, que ça ne marche pas, que ça ne marche plus comme ça, et sans doute ont-ils raison. Et au final, ma question c'est pourquoi le terme de gauche plurielle, l'expérience de la gauche plurielle est aujourd'hui devenu un gros mot? Pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose qui est impossible à reconstruire, y compris à reconstruire sur une base qui serait une base de gauche radicale peut-être? Les socialistes ne sont plus en position hégémonique. La première réponse est la plus simple, c'est que l'expression de gauche plurielle a été associée à une expérience qui s'est traduite par l'un des plus formidables camouflets que la gauche ait pu enregistrer pratiquement dans tout le XXe siècle, c'est-à-dire un second tour avec un face-à-face Chirac-Le Pen, la droite gouvernementale contre l'extrême droite, la gauche étant réduite au statut de spectateur. Ça, c'est la première chose. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond. Moi, je pense que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, pour le coup, prisonniers de notre passé. On vit la construction politique, j'allais dire, d'une manière qui reste structurée par ce qui a été la grande force de la gauche française pendant plusieurs décennies. Je m'explique. La gauche française au XXe siècle a été dominée par le grand modèle du Front populaire. Ce modèle du Front populaire, il a servi j'allais dire, de point de repère pour une grande partie de la gauche, en tout cas socialiste et communiste en particulier. C'est ce modèle du Front populaire qui, dans les années 60, est repris par le Parti communiste sous la forme de sa référence à l'union de la gauche autour d'un programme commun. Il faut se dire qu'à l'époque, ce modèle, qui aujourd'hui est considéré, selon les cas, avec nostalgie ou avec beaucoup de récitants, c'est un modèle qui ne manquait pas de dynamique politique. Pour quelle raison? C'est un modèle, ce qu'était le projet de l'union de la gauche, de ce qui s'est appelé à l'époque l'union de la gauche autour du programme commun, inventé par le PC, disait quoi? On est dans une période de transformation du capitalisme, avec la concentration des énormes monopoles, entre guillemets, et face à face, une population salariale dominée qu'il faut rassembler. Ouvriers, salariés, rassembler. Et rassembler de quelle manière? Mais autour d'un programme qui était un programme keynésien, qui restait dans le cadre, j'allais dire, de l'économie marchande capitaliste, mais avec une forte inflexion par l'intermédiaire d'une régulation de l'État vers plus de protection, vers plus de redistribution, vers plus de participation aux décisions dans le secteur public, etc. L'idée était à partir de là
la gauche arrive au pouvoir, elle change les choses positivement, elle fait la démonstration à partir de là qu'on peut faire autrement qu'en appliquant les règles, j'allais dire, de l'accumulation désordonnée, etc., etc., et que l'on peut aller vers une rupture systémique plus importante. Le problème, c'est que ce modèle, c'était un modèle qui était adapté à la période, qui était la période, j'allais dire, de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, c'est-à-dire une période où il y avait un capitalisme qui avait accepté des compromis avec notamment la puissance publique, acceptant de la régulation et de la redistribution, et dans un cadre qui était encore structuré nationalement. Or, ce modèle aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Et d'autre part, nous n'avons plus ce groupe central qui était encore, j'allais dire, au cœur de l'alliance de classe ouvrier et les couches dites non monopolistes. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Et donc, le problème, c'est que nous continuons de vivre avec l'idée, d'une certaine façon, qu'il n'y a qu'une manière de penser le rassemblement, j'allais dire, de la gauche, qui est la manière dont ce rassemblement a été pensé en continu, j'allais dire, entre 1934 et la période qui était celle du programme commun. Or, je pense qu'il faut qu'on se dise que nous sommes dans une autre période. Nous sommes dans une autre période parce que... C'est ça qu'a compris Jean-Luc Mélenchon, c'est ce nouveau monde, ce monde à gauche a changé, il faut changer la stratégie, d'où la différence de stratégie de Jean-Luc Mélenchon entre 2012 et 2017 et le passage au populisme de gauche, qu'il a appelé le populisme de gauche, le fameux « eux » et « nous ». Ben, je dirais que je n'ai pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour faire la critique de cette représentation, dont je viens de dire ce qui a été sa force propulsive. C'est-à-dire ce que la distance que je peux prendre avec ce modèle n'implique pas pour ma part que je méprise ce modèle, mais c'était le modèle d'un temps qui n'est plus le nôtre. Parce que l'État n'a plus cette puissance régulatrice, parce que le peuple n'est plus ce qu'il était, parce qu'à un moment donné, les aspirations, qui sont les aspirations par exemple à être soi-même et en même temps solidaire de tous les autres, ne sont plus celles où le peuple pouvait exister à l'intérieur de communautés dans lesquelles l'individu avait tendance éventuellement à accepter de disparaître devant les intérêts du groupe. Nous n'en sommes plus dans ce temps-là. Simplement, il faut savoir par quoi on remplace ce modèle. Et là, je pense qu'il y a un problème, je ne le cache pas, je le dis sans acrimonie, mais simplement parce que c'est un débat démocratique qu'on doit avoir. Je ne pense pas que la réponse dite du populisme soit une réponse pertinente ou une alternative pertinente au vieux modèle de l'union de la gauche. Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une représentation du conflit que je juge pour ma part simplificatrice. Effectivement, ça s'inscrit dans une représentation qui se veut agonistique, là c'est juste, ça combat à un moment donné les idéologies du consensus mou qui relierait les démocrates de toute obédience, de droite et de gauche, d'accord. Simplement, en se structurant autour de l'opposition entre un « eux » et « nous », un haut et un bas, un peuple et une élite, ça met, j'allais dire, en position seconde ce qui fait la coupure entre le haut et le bas, la coupure entre le peuple et l'élite. Encore une fois, ça renvoie avec l'idée que ça tend à considérer comme second la critique ou la remise en cause du système qui produit la séparation entre les deux. À partir de là, j'allais dire, ça crée d'abord une confusion sur ce qui peuvent être les objectifs du combat. Par exemple, si c'est simplement le combat du eux et du nous, à un moment donné, ça peut justifier toutes les alliances, quelles qu'elles soient. Dès l'instant où quelqu'un est anti-libéral et non pas démocratique et anti-libéral, à un moment donné, on peut considérer que peu importe, puisque c'est le même adversaire que l'on combat. Et ça, certains le disent, ça n'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon, mais certains vont jusque-là, ils l'ont montré à plusieurs reprises dans la dernière période. Mais il y a plus que ça.
c'est à partir du moment où on évacue, j'allais presque dire, ces dimensions qui sont des dimensions de conflit, de projet de société. Au bout d'un moment, je crois qu'il y a le risque que dans l'opposition du et du nous, ce que l'on valorise, c'est justement la colère indifférenciée au nom de nous sommes dans un moment dit destituant, et dans un moment destituant, peu importe qui critique, l'essentiel c'est que montre la critique. Or, moi je pense que si le travail de critique n'est pas raccordé à un moment donné à de l'alternative, si ça n'est pas raccordé à une alternative de société, avec des formes de rassemblement politique qui soient cohérentes avec le projet que l'on porte, dans ce cas-là, je pense que l'ainsi nommé mouvement destituant, ou que l'agglomération des refus, en réalité, ne porte plutôt vers le ressentiment et donc, en fait, ne conduisent vers un rassemblement de l'extrême droite. C'est-à-dire que dans ce conflit, dans cette concurrence entre l'ainsi nommé populisme de gauche et l'ainsi nommé populisme de droite, je suis persuadé qu'il n'y a qu'un seul de ces populismes qui est un état de rassembler. C'est pour ça que je pense qu'il faut d'autres constructions. Très rapidement, Roger Martelly, une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste sur les chances de la gauche d'arriver à se doter en fait d'une alternative? Je ne sais pas à quelle échéance, parce que je ne sais pas si 2022 est une bonne échéance ou s'il faut penser directement plus tard, ou si d'ailleurs il faut s'extraire de réfléchir sur les questions en termes électorales. L'historien n'a rien à dire à ça, bien entendu. L'histoire ne donne pas de leçons, mais moi je pense que on peut quand même partir d'un certain nombre de constats. Optimisme, pessimisme, je reste toujours fidèle évidemment à l'expression de Roland, reprise par Gramsci, etc. Pessimisme, l'intelligence, optimisme, la volonté. Mais ça n'est pas simplement une formule. Je pense qu'il y a les éléments pour construire une alternative à l'ordre existant et qu'il y a des éléments solides pour traduire, j'allais dire, cette construction sur le terrain du rassemblement politique, avec dans l'idée qu'en politique, il faut tenir l'équilibre entre, j'allais dire, l'objectif et la nécessité de constituer des majorités. Il n'y aura pas de transformation sociale, il n'y aura pas d'alternative démocratique à l'ordre existant ou au désordre existant sans majorité politique pour la conduire. Voilà. Ça, c'est pour moi la base de l'optimisme. Simplement, il faut savoir, à un moment donné, comment on parvient à ça. Et c'est là que nous trouvons aujourd'hui le problème. Moi, je pense que la gauche aujourd'hui sous-estime ce qui est au cœur des constructions ou du désordre politique actuel. Nous sommes dans un paysage politique éclaté. On le sait, depuis la présidentielle, plus encore depuis les législatives, les européennes, et je pense que les municipales ne vont rien arranger, j'allais dire, au panorama général. On est dans une situation éclatée. Et dans cette situation éclatée, moi, il y a une chose qui m'inquiète. C'est qu'il fut un temps où la gauche pouvait s'adosser à des récits, à des projets d'émancipation. Et aujourd'hui, je constate qu'il n'y a que deux grands récits qui dominent l'espace public. Il y a d'un côté un grand récit, c'est-à-dire une manière de se représenter la dynamique sociale, qui dit qu'il n'y a pas d'avenir en dehors du couple de la fluidité, entre guillemets, ou de la flexibilité et de la compétitivité. Et face à ça, ça c'est le discours, évidemment, on l'a reconnu, de notre président des riches et de la droite aujourd'hui qui représente de plus en plus, bien entendu, et de l'autre côté, il n'y a qu'un discours qui est audible populairement, c'est le discours qui relie la protection et la clôture. On est menacé, il faut se protéger, pour se protéger, il faut accepter de fermer. Et donc de considérer qu'il y a des ennemis intérieurs, extérieurs, etc. Protection, clôture. Moi, je pense que si on en reste là, mais la gauche est morte. Parce que ce que laisse à l'écart le projet qui oppose clôture, ouverture,
nationaux et mondialistes, ouverts et fermés. Ça laisse de côté la question de l'émancipation. La question de l'émancipation passe à la trappe. Or, il n'y a pas de dynamique de gauche possible, il n'y a pas de traduction politique de la colère sociale, du mouvement social, si on lâche la question du projet émancipateur. Et le problème, c'est qu'un projet, c'est pas un programme. C'est pas en additionnant des programmes comme on sait les faire que on fait un projet. Un projet, c'est un imaginaire. C'est une manière simple et populaire de dire comment la société peut être vivable pour les individus qui la vivent, quelle que soit leur origine, leur race, etc., etc. C'est ça un récit émancipateur. Or ça, j'allais dire, en tant que tel, ça n'existe plus aujourd'hui pour les raisons qu'on a dites. Parce que l'espérance est érodée, parce qu'il y a eu trop d'échecs au XXe siècle, trop de perversion de l'idée émancipatrice. Et pourtant, il ne faut pas renoncer. Et la question est qu'il y a des choses qui se font. Je suis frappé par la masse d'articles, de livres qui paraissent, qui sont des éléments formidables pour penser à un projet d'émancipation. Je sens dans la société l'appel à ça. Je constate à un moment donné qu'il y a des forces qui appellent à ça des tribunes avec des syndicalistes éminents, des responsables d'associations qui appellent à un moment donné à donner au combat social le souffle à un moment donné d'une perspective, d'une construction. Mais ça n'existe pas dans l'espace politique. Et le faire exister dans l'espace politique, on a un problème. Et c'est là que les formules de l'union de la gauche à l'ancienne ne peuvent plus fonctionner, d'abord entre partis. C'est que cette gauche qui doit construire ce projet, c'est des partis, mais pas seulement des partis. Il faut que des responsables, des militants d'associations, des militants syndicaux, des intellectuels, des militants de partis participent à cette construction. Or, pour l'instant, il n'y a pas de lieu pour les faire. Il n'y a pas de lieu pour les faire parce qu'on disait tout à l'heure que la force du mouvement ouvrier, c'était l'articulation des domaines. Pour l'instant, nous en restons malheureusement soit au vieux modèle de la subordination du social au politique qui existait, soit au système de la séparation. Chacun ses choix et les cochons seront bien gardés. Mais non, si chacun reste ses choix, chez soi, c'est Marine Le Pen qui prend le flambeau de la colère sociale, du social, de la contestation, et on sait vers quelle catastrophe ça peut conduire. Or, nous avons les moyens de ne pas accepter cette fatalité, mais à condition de se mettre au travail, de laisser de côté les faux semblants. Il ne s'agit pas simplement de construire de belles tribunes, enfin belles ou pas belles, mais enfin des tribunes, etc. Non, il faut travailler à reconstruire un projet, au fond, travailler dans la diversité et la convergence pour reconstruire l'espérance. Eh bien, c'est parfait. On termine l'émission sur cette petite note d'optimisme quand même, parce qu'on note quand même qu'il y a des choses qui se passent dans la on a du boulot société. quand même. Il y a du boulot, mais on il y a du boulot. que les gens recommencent à se parler entre intellectuels, associations, ONG, syndicats, partis politiques. On termine chaque émission par un petit quiz de 4 questions. Là, on a 4 questions, 4 préjugés ou vérités. À vous de nous dire si c'est une vérité ou un préjugé, et vous avez 1 minute par question. Premier préjugé ou première vérité, la gauche n'a plus d'idées. Des gens de gauche ont des idées. La gauche manque d'idées. Et pourtant, il est possible de se constituer un corps partagé de références qui nous permettent de reprendre, j'allais dire, la voie de la dynamique sociale, de la transformation vraie. La gauche a les moyens d'avoir des idées en tant que telle, comme gauche, j'allais dire, dans sa structuration globale, elle n'est pas encore arrivée au bout du chemin. Préjugé numéro 2, la gauche, la droite, c'est du pareil au même. Faux. La gauche et la droite, c'est quelque chose qui a une grande force dans la structuration du paysage politique. Alors même qu'elle est contestée, elle continue à structurer le paysage politique. On l'a bien vu avec l'évolution du président des riches, qui est parti dans ni droite ni gauche, effectivement a rassemblé une grande partie de la droite et une petite partie de la gauche, et se retrouve à un moment donné être un président de droite comme les autres. La gauche et la droite
ça existe, et je dirais c'est une chance, parce que ce qui structure le conflit de la gauche et de la droite, c'est la question de l'égalité. Si nous abandonnons la question de l'égalité, si l'identité qui va primer, comme le veut l'extrême droite depuis les années 70, Alain de Benoît, si c'est l'identité qui structure et plus l'égalité, c'est l'extrême droite qui a partie gagnée. Je préfère revaloriser le conflit de la gauche et de la droite, c'est-à-dire revaloriser le combat pour l'égalité, ou plutôt pour l'égalité, égalité, liberté, solidarité. Préjugé ou vérité numéro 3, les syndicats ne font pas de politique. Au sens institutionnel, ça renvoie effectivement à l'idée que nous sommes dans une tradition occidentale d'ailleurs, qui n'est pas simplement une tradition française, qui repose sur la distinction des fonctions. Si on a comme conception de la politique institutionnelle, les syndicats n'ont pas pour fonction la représentation politique. Mais si on parle non pas de la politique, mais du politique, c'est-à-dire de celui où on débat de la cohérence des sociétés, de la dynamique des sociétés, de ce qui permet de vivre ensemble, les syndicats sont partie prenante du politique, et je dirais même qu'ils ont une part particulièrement forte dans la définition de ces questions, puisqu'ils sont en relation avec le salariat qui lui-même est quand même une composante non négligeable du peuple contemporain. Bon, là je m'adresse à l'historien du communisme, dernier préjugé numéro 4. Le communisme, c'est 100 millions de morts. On entend ça souvent. Hein. C'est des comptabilités sordides qui font discuter les historiens, mais qui intéressent beaucoup plus les politiques, notamment à l'échelle européenne, et notamment quand on a affaire à des pays qui font partie des pays du bloc européen, que des interrogations, des affirmations qui intéressent les historiens. Les historiens ont pour habitude de se méfier des simplifications. Le communisme en général, qui remonterait à Platon, les historiens savent que le communisme est une vieille idée, qui est d'abord une idée centrée sur les questions d'égalité et d'émancipation, qu'à partir du XIXe siècle, il y a des communismes, ou même des communismes socialistes qui s'inscrivent dans cette grande lignée, mais la structure autour notamment de l'œuvre de Marx, hein, c'est qui donne le coup d'envoi, j'allais dire, du communisme moderne, et qu'il y a un communisme du XXe siècle qui, malheureusement, a été dominé par la figure du stalinisme. Donc, d'une certaine manière, s'il y a à faire de la comptabilité, c'est de la comptabilité non pas du communisme en général, mais d'un certain nombre de communismes installés au pouvoir, dans un contexte particulier, que, en règle générale, les simplificateurs de la critique du communisme ont décidé de passer complètement sous silence. Je vous dirais honnêtement que ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup, Roger Martelly. Merci.